Rencontre, Juifs et musulmans dialogue, une émission de Jean Corcos et Émile Moiti. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rencontre, une émission de Jean Corcos, responsable de la Commission pour les relations avec l'islam du mouvement Siona, en coopération avec Émile Moiti, vice-président de la Fraternité d'Abraham. Malhaba, Baruch haba, et à tous les auditeurs, bienvenue. Le thème de notre émission sera ce soir le judaïsme égyptien. Et nous parlerons en effet d'une communauté juive plurimillénaire qui est aujourd'hui dispersée et que l'on connaît assez mal en France. Et justement, le Centre communautaire de Paris va accueillir du 7 au 11 février les premières journées du judaïsme égyptien à Paris. Il y a eu des journées du judaïsme tunisien, des journées du judaïsme marocain, et c'est la première fois que l'on va donc parler de cette communauté de l'Égypte. Nous devons avoir tout à l'heure au téléphone Monsieur Jacques Assoun qui nous appellera. Monsieur Jacques Assoun est le président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel des Juifs d'Égypte et il a été la cheville ouvrière de cette manifestation. J'ai le plaisir tout de suite de recevoir dans notre studio Monsieur Ahmed Youssef, journaliste, qui est reporter et représentant à Paris du grand quotidien égyptien Al-Ahram. Bonsoir Monsieur Youssef. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Bien, donc vous venez de le dire, je m'appelle Ahmed Youssef, journaliste au journal Al-Ahram, alexandrin de naissance, carotte de séjour et après de profession. Je peux dire en deux mots que je suis journaliste au fait par conversion parce que j'ai été à l'origine un professeur à l'université de Ain Shams au Caire pendant longtemps avant que je me recycle pour utiliser un terme moderne dans le journalisme et donc je suis entré dans cette belle institution égyptienne et arabe qui s'appelle Al-Ahram. Pouvez-vous justement parler de ce grand journal que l'on connaît par des extraits de presse en France mais je crois qu'il est un petit peu l'équivalent égyptien d'un journal comme Le Monde chez vous? Toute proportion gardée parce que Le Monde c'est un journal qui a 50 ans, alors qu'Al-Ahram c'est un journal qui a aujourd'hui 175 ans. Donc bon, c'est beaucoup plus que centenaire et bon, avec tout le respect que j'ai pour le journal Le Monde, c'est un très grand journal, effectivement. Mais on peut dire effectivement que de point de vue politique, rigueur, poids dans la vie politique culturelle, effectivement les deux journaux se ressemblent beaucoup. Combien y a-t-il de lecteurs de lecteurs égyptiens et puis peut-être dans le monde extérieur? Il y a 6 millions de lecteurs. Donc beaucoup de gens du monde arabophone qui ne sont pas égyptiens, qui le lisent. Tout à fait. Ça veut dire le journal est vendu à peu près à 400 000 exemplaires en Égypte. Et après, il y a 600 000 exemplaires dans le monde. Qui sont en langue anglaise à ce moment-là. Qui sont en arabe toujours. Toujours en arabe. Alors, puisque vous parlez d'autres langues que l'arabe, j'informe les auditeurs que depuis 2 ans, Al-Ahram a créé 2 journaux en langue française et en langue anglaise qui font les deux 200 000 exemplaires et qui sont vendus essentiellement dans le bassin méditerranéen. Voilà. D'accord. Et justement, tout à l'heure, vous m'avez informé d'un article qui intéressera directement nos auditeurs, puisque il est question de Maïmonide. Oui. Pouvez-vous parler de cet article? Je crois que vous l'avez intitulé Maïmonide l'Égyptien. Tout à fait. Bon, c'est paru dans le numéro de cette semaine, dans l'Ahram Hebdo, en langue française. Au fait, le journal a préparé un dossier sur Garodi, et comme vous le savez, hélas, Garodi est dans
dans le monde arabe est une tarte à la crème maintenant, pour malheureusement. Alors j'ai insisté auprès de l'administration pour que l'on fasse quelque chose, disons, vous comprenez, quelque chose et qui contrebalance un petit peu ça. Alors on a fait un papier très intéressant sur un saint juif égyptien qui est vénéré jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Abu Hasira, que monsieur Jacques Hassoun connaît très bien, qui donc Abu Hasira et son village est un haut lieu de pèlerinage juif en Égypte aujourd'hui, hein. Et moi-même, donc, j'ai contribué par un papier sur ce grand savant, les mules, le grand ami d'Averroès qui s'appelle Moussa ibn Maïmoun, dit Maïmounide. Et comme vous le savez, que Maïmounide a passé la moitié de sa vie au Caire. Et d'ailleurs il est mort au Caire. J'ai intitulé mon article Maïmounide l'Égyptien, là où je parle largement de l'apport arabe musulman dans la culture de Maïmounide et l'apport de Maïmounide dans la culture arabe et musulmane. Alors le Rambam, on l'appelle en hébreu, qui Maïmonide mériterait bien sûr à lui tout seul non seulement une émission mais plusieurs émissions, parce qu'il est tout à fait exemplaire de cet âge d'or, de cette coexistence judéo-arabe dont nous avons tous un petit peu la nostalgie aujourd'hui. Bon, effectivement, il faut rappeler que le Guide des Égarés a été écrit en langue arabe, que c'était l'ami donc d'Averroès, et puis c'est une figure emblématique, c'est-à-dire natif d'Espagne, qui a vécu la moitié de sa vie en Égypte. Donc c'est toute la culture du bassin méditerranéen qui est concernée. Et puis c'est l'honnête homme complet, c'est-à-dire à la fois en termes de foi, les grandes bases du judaïsme qu'il a codifié donc au Moyen Âge, et puis en même temps l'homme de science, le médecin, celui qui était dévoué aux gens de toute confession pour soulager leur douleur, pour les aider. Donc une figure emblématique, respectée, comme vous le disiez, pour les musulmans. Pour revenir à ces journées du judaïsme égyptien, pouvez-vous m'expliquer quel intérêt elles ont présenté pour vous et pourquoi vous avez décidé de vous y impliquer personnellement? Eh bien, si je vous dis que je suis un homme relativement jeune, vous voyez donc, je suis né en 55, donc j'appartiens à cette génération où l'Égypte s'est vidée, hélas, petit à petit, de ses donc citoyens juifs. Et alors, à l'âge de 8-9 ans, donc tout au début des années 60, qui est une période très difficile pour l'Égypte et pour tout le monde, pour des raisons que vous connaissez, et donc j'ai été très marqué par deux choses sur les Juifs d'Égypte, déjà à l'âge de 8 ans. La première, c'est que dans le quartier où j'habitais, qui était un quartier populaire, il y avait une synagogue. À Alexandrie. Il y avait une synagogue. Et cette synagogue m'a montré que avoir une synagogue dans un quartier aussi populaire, c'était presque un bidonville, me montrait que les Juifs étaient d'une façon ou d'une autre liés. Excusez-moi, allez-y, continuez. Jacques Hassoun nous appelle au téléphone. Très bien. Finissez juste ces souvenirs et puis nous le prenons en direct. Très bien. Dans 2 minutes. Très bien. Donc, la présence de cette synagogue dans un quartier populaire me montrait que les Juifs n'étaient pas comme les Français, les Italiens, les Grecs, qui s'isolaient dans des quartiers à eux, qu'on appelait les quartiers francs. Mais les Juifs étaient mêlés, enchevêtrés avec la population égyptienne. Ça, c'était donc la toute première leçon que j'ai apprise. Voilà. Et une deuxième leçon, c'est que il y avait une autre synagogue qui était à la lisière de ce quartier et qui était au début d'un quartier très chic. Et au-delà de cette synagogue cette synagogue existe toujours. La première n'existe plus malheureusement. La deuxième existe toujours, une très belle synagogue, et qui était au début d'un quartier chic. Et dans ce quartier chic, eh bien, figurez-vous, il y avait le plus beau magasin d'Alexandrie, dont les noms qui circulent encore aujourd'hui, et je cite quelques noms pour que les auditeurs prennent un peu, aient un peu une idée sur l'ampleur de la présence juive de l'époque. C'est Benzayon. Benzayon, c'est Bension, comme vous le savez. Il y avait Sikorel, et il y avait bien d'autres magasins qui étaient largement fréquentés par le public égyptien. Sikorel, Curiel, qui sont des noms typiquement égyptiens d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Je crois que Jacques Hassoun va passer maintenant à l'antenne. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir Jacques Hassoun. Bonsoir.
Nous sommes très heureux donc de vous revoir à l'antenne ce soir en compagnie donc d'Ahmed Youssef. Ah oui, c'est un grand ami et je le salue. Salut Jacques. Salut. Bien, Jacques Hassoun, pouvez-vous vous aussi vous présenter rapidement et surtout nous présenter le comité d'organisation de ces fameuses journées du judaïsme égyptien? Bon, écoutez, très rapidement, je suis pas historien, je suis psychiatre, psychanalyste, écrivain. J'ai publié une quinzaine d'ouvrages, dont 3 sur le judaïsme égyptien, et puis les autres c'est sur la psychanalyse et d'autres questions, mais je vais surtout vous parler de ces journées. Ces journées, c'est un peu le point de départ a été notre ami et notre doyen, Monsieur Hakim, originaire d'une ville célèbre pour le judaïsme, c'est-à-dire Mahal al-Kobra, où existait une synagogue qui datait du XIIe siècle, qui a été citée plusieurs fois dans une série de responsa de la synagogue El Ostad. Et donc, voilà, c'est parti de là. C'est le vice-président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel des Juifs d'Égypte. C'est lui qui a eu l'idée le premier. Puis, bon, il m'a contacté. Je suis le président de cette association. Et puis, dans un souci unitaire, un peu pour la première fois, nous avons associé nos amis de la synagogue ou de l'oratoire égyptien. Voilà. Il y a l'oratoire égyptien, donc, à Paris, c'est-à-dire des gens originaires d'Égypte qui ont conservé leur tradition, leur haftara particulière, etc. Qui ont conservé absolument le rituel. Il y a des petites différences, mais peut-être qu'on n'avons pas le temps aujourd'hui, des petites différences de rituel qui les distinguent des autres communautés juives dites séfarades, qu'elles soient d'Afrique du Nord ou du Proche-Orient. Bon, il faut dire que le judaïsme égyptien est plutôt proche-oriental, c'est-à-dire que la cantillation de la Haftara, la cantillation de la Torah, etc. est proche-orientale. Voilà. Et donc nous avons parlé avec Monsieur Marciano qui nous a accueillis les bras ouverts et voilà, il a mené à bien. Mais c'est pas la première fois. Vous savez, nous avons fait déjà de très grandes manifestations au centre Rachi avec le grand rabbin Sirat, avec le regretté Morabia, professeur de civilisation arabe à Toulouse, avec d'autres personnes et qui ont été des journées absolument fabuleuses. On était 400, 500 personnes, alors que le judaïsme égyptien, je le dis tout de suite, est extrêmement divers, vous savez. Alors justement, Jacques Hassoun, je voulais vous poser la question. Bon, quand on parle du peuple juif et dans toute la tradition culturelle, on dit on fait des louanges au Seigneur, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, de Misraïm. Oui. Autrement dit, il y a toujours quelque chose d'un petit peu amusant, évoquer une communauté qui en fait y est retournée, voilà, qui a vécu pendant des millénaires, alors que toute notre tradition dit qu'on en est tous sortis il y a 3000 ans. Voilà, vous évoquez en quelques minutes, disons, des millénaires d'histoire. Voilà, écoutez, très rapidement, alors là, il y a une responsa de Maïmonide qui a écrit toute son œuvre, sauf le Mishneh Torah. Toute l'œuvre de Maïmonide a été écrite en arabe d'ailleurs, dans le vieux Caire. Et une responsa de Maïmonide dit très clairement qui est autorisé de vivre en Égypte dès lors que le pharaon et que le régime pharaonique est mort. Et que par contre, ce qu'il disait, c'était que justement, vous savez que dans le Moré Nebuchim, c'est-à-dire le guide des égarés, il a très clairement dit que l'islam n'avait rien à voir avec ce régime pharaonique. Au contraire, lui se sentait beaucoup plus proche de l'islam, par exemple, que du christianisme vis-à-vis duquel il avait une immense aversion. Alors que l'islam, pour lui, c'était le frère. Bon, alors Maïmonide a été très clair là-dessus, et donc, mais cette communauté juive d'Égypte, je voudrais dire quand même que plusieurs communautés disent, nous sommes là depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, depuis 2500 ans. Or, c'est la chance énorme que nous avons dans cette communauté, c'est d'avoir eu des documents en permanence. C'est-à-dire déjà de l'époque araméenne, de l'île d'Éléphantine, Grelot, qui est un historien tout à fait renommé français, a travaillé sur les manuscrits de l'île d'Éléphantine, qui était écrite en hébreu, en araméen très précisément, et en hébreu d'ailleurs, et qui montrait l'existence de cette garnison de Judéens qui étaient installés là pour le compte de l'Empire perse. Et puis bon, à la suite de querelles avec les prêtres locaux, les prêtres pharaoniques, les prêtres qui adoraient les différentes divinités, cette colonie a été dispersée. Une partie
est parti probablement, et beaucoup de savants le disent, est parti vers le Soudan et l'Éthiopie. Vous voyez ce que c'est, bon, et que probablement il serait à l'origine d'une partie de ce qu'on appelle les Falachas ou les Béné Israël, et une autre partie est allée rejoindre des groupes qui existaient. Ceci donc nous amène au IVe siècle avant l'ère chrétienne. Puis tout de suite après, il y a eu la grande période hellénique. Vous savez que dans le Talmud, il est écrit: celui qui n'a pas vu la gloire de la synagogue d'Alexandrie n'a pas vu la gloire du peuple d'Israël. Et c'est écrit en toutes lettres dans le Talmud. Et puis c'est Philon, c'est le grand Philon d'Alexandrie. Et puis surtout la traduction des Septante qui a sorti la Torah de ce qu'on appelle les Septante. En fait, elle s'est déroulée sur un siècle et demi, mais qui a sorti la Torah de son enfermement dans les tribus juives pour la rendre absolument universelle. Alors Jacques Assoun, tout ce que vous me racontez et qui est extrêmement dense, je crois qu'on peut dégager des éléments importants, à savoir que ce n'était pas une petite communauté isolée, qu'au contraire elle a essaimé, elle a eu de l'influence dans les pays voisins, et surtout qu'elle a joué un rôle très important au niveau du judaïsme, parce que ça a été une sorte d'interface avec le monde occidental, par l'intermédiaire de la langue grecque et de la civilisation hellénistique d'Alexandrie. Oui, n'oubliez pas que les Juifs d'Alexandrie étaient complètement hellénisés. Il y a d'ailleurs, il en est la preuve, puisque dans le Talmud on parle d'une synagogue des Juifs alexandrins à Jérusalem qui ne parlaient que le grec. Puis très rapidement, dès que l'islam est arrivé, ils ont beaucoup souffert sous la période byzantine. Mais Amr ibn al-As, quand il arrive en Égypte, dit très clairement, il donne cette chose tout à fait étonnante où il parle de 40 000 Juifs à Alexandrie, ce qui pour l'époque était absolument considérable. Et il y avait déjà d'ailleurs près du Caire, ce qui est devenu Fostat, une synagogue qui existe toujours, Ben Ezra, qui est cette fameuse synagogue où on a retrouvé la Geniza du Caire, donc qui couvre, alors là aussi, cette Geniza où on trouve tous les documents qui ont été travaillés. Elle a été découverte par Schechter, et puis ensuite elle a été travaillée par Goïten, elle a été travaillée par Cohen, elle a été travaillée par un nombre considérable de personnages. Jacques Assoun, est-ce que vous pouvez répondre à deux questions précises, d'une façon un peu rapide malheureusement, parce que nous manquons de temps, et notre invité, Monsieur Youssef, a aussi des choses intéressantes à nous raconter. Si on pouvait dire qu'est-ce qui fait la spécificité de la communauté juive égyptienne par rapport à d'autres communautés, comment vous pourriez le résumer? Première question. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut dire qu'en gros, bien sûr en pensant à la fin qui a été triste, c'est-à-dire le fait que cette communauté est quasiment disparue aujourd'hui suite au conflit israélo-arabe où l'Égypte était en première ligne dans les années 40-50, mais mis à part cette dernière période, est-ce qu'on peut dire qu'en gros les Juifs ont été heureux en terre d'Égypte? Alors à la première question, je dirais que toute la Geniza du Caire montre une communauté parfaitement intégrée. Vous savez que par exemple, c'était des lieutenants de port, c'était aussi des paysans, c'était aussi des médecins de cour, c'était aussi, par exemple, quand Thévenin, un Français, arrive au XVIIe siècle à Alexandrie, il ne comprend pas pourquoi les passagers ne peuvent pas descendre. On lui répond, mais c'est samedi. Il dit alors, mais les lieutenants de port sont juifs et ne travaillent pas le samedi. Vous vous rendez compte, pour un Français qui arrive là, alors que pour les Français, les Juifs, c'était la lie de la terre au XVIIe siècle, tout à coup, ils trouvent des lieutenants de port. Donc, ils étaient intégrés dans tout. Et des paysans. Moi, je tiens beaucoup à des paysans qui ont existé jusqu'au XXe siècle. Une partie de ma famille venait de cette région de Mahal al-Kobra, où il y avait énormément de paysans juifs. Donc, ils étaient absolument dans l'ensemble de cette société. Et je veux dire, il y a une seule persécution, qui était d'ailleurs due à Ahmed Pacha, qui était en dissidence à l'époque de Soliman le Magnifique. Des Mamelouks, en fait, c'était pas vraiment... C'était post-Mamelouk. Il y a eu une seule fois, ça a donné d'ailleurs lieu à un Purim Misraïm, une seule fois où il y a eu une persécution qui s'est soldée par 6 morts. Bon, alors si vous voulez, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dès l'arrivée de Mohamed Ali au pouvoir, ils ont été émancipés, les Juifs en Égypte ont été émancipés avant les Juifs roumains ou avant les Juifs suisses même. Enfin, je veux dire, dès la première moitié du XIXe siècle, les Juifs ont été complètement émancipés et ils étaient à nouveau, là on retrouve plus tard, vers la fin du XIXe siècle, des ministres comme Youssef Kattaoui Bey, ensuite il y aura Youssef Kattaoui Pacha,
Et des grands artistes après. C'est ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est le seul. Quand je dis à mes amis du Maghreb que nous avions des pachas et des baies en Égypte, ils tombent des nues. C'est le seul pays arabe où les juifs pouvaient être pachas ou baies. Enfin, il y avait les Mizrahi pachas, il y avait toute une série de. Bon, donc il y avait cette intégration formidable. Mais il est vrai que dès 48, dès 46, je dirais, et je me permettrai peut-être de prendre 2 minutes. Je tiens ça d'un de mes amis qui a été le représentant du grand rabbin d'Égypte à la Ligue arabe. En 1946, il a supplié le roi d'Égypte que le problème des nationalités soit définitivement réglé, et le roi d'Égypte a refusé, alors que tous les autres pays arabes tenaient absolument à ce que ce problème soit réglé. Et Jacques Assoun, je suis obligé malheureusement de vous arrêter parce que notre émission, vous savez, passe très vite. Il y avait une dernière question. Pas beaucoup de temps. S'ils avaient été heureux, je crois que vous nous avez répondu. Et je me tourne donc maintenant vers Monsieur Youssef. Oui. C'est vrai qu'après l'expulsion, après il y a eu une série d'expulsions en effet, c'est-à-dire des vagues d'expulsions en 48, en 56, en 67, en 73, et effectivement aujourd'hui la communauté juive. La fin a été triste. Ahmed Youssef, justement, que reste-t-il de cette communauté? Combien y a-t-il de juifs aujourd'hui en Égypte? Je peux commenter juste en 10 secondes ce qu'il vient de dire Jacques. Mais rapidement s'il vous plaît. D'accord. D'abord, c'est toujours un grand plaisir d'écouter l'abondance des connaissances de Jacques Assoun. Je voudrais seulement dire, d'abord poser une question vite, très rapidement à Jacques. Est-ce que la Guéniza qu'on a trouvée dans l'église Ibn Ezra est traduite en français ou en arabe? Non, écoutez, l'ensemble de la Guéniza a été traduite. Je vous signale qu'il y avait 270 000 documents. Bon, et ils ont été traduits uniquement en anglais. Ah d'accord, et donc elle est disponible sur le marché en anglais. Écoutez, je vous donnerai toute la bibliographie que vous voulez quand vous voulez. Très bien, voilà, donc merci Jacques. Alors votre question sur combien reste-t-il de juifs en Égypte actuellement et que fait le gouvernement égyptien pour préserver, disons, ce patrimoine culturel? Bon, alors j'ai beaucoup de choses à vous dire en deux minutes, vous voyez, je vais subir le même sort que Jacques, donc parler très rapidement. Et bon, alors combien reste-t-il de juifs en Égypte? Je n'ai pas de chiffre à vous donner, mais certainement, comme vous le savez, très très peu. Quelques centaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Alors, que fait le gouvernement égyptien pour préserver le patrimoine des Juifs? Alors, d'Égypte. Donc, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement égyptien, mais je vois qu'il y a de plus en plus des choses positives. Exemple. Alors, le gouvernement égyptien va entreprendre dans les mois à venir la restauration du cimetière juif du Caire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que la synagogue dont vient de parler Jacques, la synagogue Ibn Ezra, qui est une magnifique synagogue, a été restaurée récemment, mais je sais qu'il y aura d'autres travaux qui vont être donc réalisés sur le lieu de la synagogue même, apparemment le jardin, etc. Troisième chose, très rapidement, ce que aujourd'hui en Égypte, malgré les difficultés politiques et tout ça, on donne une place de plus en plus aux Juifs de parler dans les médias égyptiens, effectivement, et vous pouvez le comprendre bien sûr, les Juifs qui sont plutôt favorables au processus de paix. Ainsi, dans notre propre journal quotidien en arabe, il y a de plus en plus d'écrivains israéliens qui écrivent dans notre journal. Et chose qui fait rire, mais bon, c'est comme ça, ils préfèrent d'écrire en arabe dans leur majorité, évidemment. Alors, je vois qu'il y a de plus en plus d'intérêt gouvernemental pour tout ce qui est donc favorable aux Juifs d'Égypte. Merci Ahmed Youssef pour ces informations. Je voudrais en ajouter une qui vous concerne plus personnellement. C'est évoquer devant nos auditeurs le fait que vous soyez également un écrivain, puisqu'il y a un ouvrage que vous allez sortir aux éditions de l'Harmattan fin février, dont le nom sera Fascination de l'Égypte, du rêve au projet, aux éditions de l'Harmattan, donc ils pourront se procurer pour mieux connaître votre pays. Il me reste donc seulement quelques minutes pour vous décrire, amis auditeurs, donc ces journées du judaïsme égyptien. Donc elles vont se dérouler du 7 au 11 février au centre communautaire de Paris, 5 rue de Rochechouart, Paris 9e,
Donc je répète, 5 rue de Rochechouart, centre communautaire de Paris. Il y aura des concerts, des films, des débats, des rencontres, témoignages, tables rondes, expositions. Et l'ouverture solennelle aura lieu dimanche. Le samedi 7 au soir, c'est un concert de liturgie, donc avec l'oratoire de rite égyptien de la synagogue de la Victoire. Et à cette ouverture solennelle, il faut bien insister, il y aura son Excellence Ali Maher El Sayed, ambassadeur d'Égypte en France. Donc il y aura de sa présence cette manifestation. Il y aura également beaucoup de personnalités de la communauté, le président du CRIF, le président de la CIP, le grand rabbin du consistoire René Samuel Sira, etc. Et puis ensuite, il y aura le dimanche une leçon inaugurale de Jacques Hassoun sur le judaïsme égyptien, permanence d'un lien bimillénaire. Il y aura une série de films de la cinéaste juive égyptienne Leila Mourad. Elle n'est pas cinéaste, elle est actrice chanteuse. Et chanteuse, mais ce sont des films d'énormes talents. Hein, ça, voilà. Jusqu'aujourd'hui, c'est une grosse référence pour une grosse vedette égyptienne. Et puis il y aura un concert de musique égyptienne de Saad El Sharif et des tables rondes, des expositions. Donc, amis auditeurs, ne manquez pas cette manifestation. Voilà, nous avons eu malheureusement peu de temps pour évoquer un sujet aussi large. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc au Centre communautaire de Paris pour ces journées du judaïsme égyptien, et dans 15 jours, jeudi à 21h. Au revoir et merci de nous avoir suivis. Rencontre, juifs et musulmans dialogue, une émission de Jean Corcos et Émile Moiti.